J'ai repris ma maison et laissé ma mère sans abri après qu'elle m'a renié pour ne pas avoir assisté au mariage de ma sœur. Bonjour tout le monde. La préférence de ma mère a toujours été évidente. En grandissant, ma sœur cadette Rachel, 37 ans, et moi, 42 ans, sommes les enfants de ma mère, Karen, 62 ans. Il semblait que j'avais disparu du monde à l'instant même où Rachel est née. Je ne veux pas paraître dramatique, mais c'est la réalité. Ma mère était naturellement très protectrice envers Rachel, car elle est née avec un faible poids et en mauvaise santé. Je comprends que cela a dû être effrayant pour elle d'avoir un enfant malade. Mais Rachel n'était pas seulement le bébé de la famille, elle était la seule enfant qui comptait pour Karen. Rachel recevait un traitement royal. Ses besoins, ses envies et ses humeurs étaient toujours au centre de l'attention. Par exemple, maman donnait à manger à Rachel à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien avancée dans son adolescence, car elle n'aimait pas manger seule. Maman faisait simplement les devoirs et les projets scolaires de Rachel sans poser de questions. Elle lui permettait de rester à la maison si elle n'avait pas envie d'aller à l'école. Et puis, il y avait moi. J'avais des vêtements, de la nourriture et d'autres choses essentielles, donc je n'étais pas totalement négligée, mais j'étais seule émotionnellement. Sauf si cela concernait Rachel, maman ne s'intéressait jamais vraiment à moi. Un jour, lorsque j'avais environ 10 ans, maman était occupée dans un spa et a oublié mon rendez-vous chez le dentiste. Après des heures d'attente devant l'école, un ami de la famille m'a vu et m'a proposé de me ramener chez moi. En rentrant, ma mère a fait comme si ce n'était pas grave, je pensais que tu comprendrais, s'est-elle simplement contentée de dire. La seule personne qui me voyait réellement était mon père, Michael, que son âme repose en paix. Il n'était pas à la maison autant que je l'aurais souhaité, car il travaillait énormément. Mais lorsqu'il était là, il faisait de son mieux. Quand Karen et Rachel n'étaient pas présentes, papa et moi sortions voir des films ou manger une glace. Il me donnait un peu plus d'argent pour mes anniversaires ou pour les sorties scolaires, mais il me demandait de ne rien dire à ma mère. Avec le recul, je pense qu'il essayait de compenser le fait que je me sentais si invisible. Mais, malgré tous ses efforts, papa ne pouvait pas nier le favoritisme. Tout était toujours mieux pour Rachel. Je devais économiser ou travailler pour obtenir ce que je voulais. Rachel, en revanche, n'avait qu'à demander et cela devenait réalité. Un Noël, j'avais demandé un vélo. Rachel a fait la même demande à la dernière minute. Le matin de Noël, un vélo flambant neuf et brillant l'attendait sous le sapin. Moi, j'ai reçu des chaussettes. Tu es plus âgé, m'a répondu maman lorsque j'ai demandé pourquoi. Tu peux t'en acheter un toi-même en économisant. Mais ce n'était pas qu'une question de biens matériels. Le bonheur de Rachel était l'obsession de Karen. Maman se précipitait pour résoudre le moindre petit problème de Rachel, comme une amie qui ne lui répondait pas par message ou une mauvaise note à l'école. J'ai vite appris à ne pas lui demander quoi que ce soit. Dès que j'étais contrariée par quelque chose, elle me disait d'arrêter d'être dramatique ou de trouver une solution par moi-même, comme une adulte. Bien sûr, Rachel profitait de tout cela. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Elle vivait un rêve. Maman s'occupait de tout pour elle, si bien qu'elle n'avait rien à faire. Avec le temps, Rachel a cessé d'apprendre les compétences de base de la vie. Elle était incapable de gérer son emploi du temps, de cuisiner ou même de faire le ménage. Rachel était totalement dépendante de sa mère, qui l'avait protégée de tout. Je n'ai pris conscience de la toxicité de cette relation qu'au lycée. Maman faisait les devoirs de Rachel après que celle-ci ait pleuré en disant que ses cours étaient trop difficiles. Elle a même supplié un directeur de modifier les notes de Rachel après son échec au lycée, accusant les professeurs de ne pas avoir compris ses besoins particuliers. Évidemment, cela n'a pas fonctionné. Mais cela montrait jusqu'où Karen était prête à aller pour éviter à Rachel d'assumer la moindre responsabilité. Je devais être autonome. Je devais tout gérer par moi-même. Si j'avais des difficultés à l'école, c'était à moi de trouver une solution. Si je voulais participer à des activités extrascolaires, je devais utiliser l'argent que je gagnais en faisant du babysitting. Karen me disait toujours, « Tu es la grande sœur, tu dois montrer l'exemple. » Si jamais j'osais exprimer mon mécontentement, elle me rabrouait aussitôt. J'avais hâte de quitter le lycée. Une fois mon diplôme en poche, je ne me suis jamais retournée.
En m'inscrivant à l'université dans une autre ville, j'ai fait le meilleur choix possible. Pour la première fois, j'ai pu respirer. Je n'avais plus à me battre pour attirer l'attention de Karen, ni à me comparer en permanence à Rachel. J'avais enfin la possibilité d'être moi-même. Rachel, elle, est restée à la maison et n'en est partie qu'à 26 ans, après s'être mariée. Même à ce moment-là, Karen continuait d'être omniprésente dans sa vie. Elle l'appelait jusqu'à 5 fois par jour pour lui poser des questions comme « Que as-tu mangé ?» ou « Comment va ton mari ?» Elle débarquait parfois sans prévenir pour lui apporter des courses ou nettoyer sa maison, alors que Rachel et son mari étaient parfaitement capables de s'en occuper eux-mêmes. De mon côté, je menais ma vie. J'ai trouvé un travail après mes études et commencé à construire mon avenir. Papa restait en contact avec moi, m'appelant souvent et venant me voir dès qu'il le pouvait. Karen, en revanche, n'en faisait pas autant. Parfois, elle laissait un commentaire sur mes publications Facebook ou m'envoyait un simple message pour mon anniversaire, mais ça s'arrêtait là. Franchement, je m'en fichais complètement. Ses critiques incessantes et son favoritisme ne m'affectaient plus, et j'étais heureuse. Avec le recul, je pense que l'obsession de Karen pour Rachel venait d'un besoin de contrôle. Elle ne lui a jamais permis de grandir, parce qu'elle voulait qu'elle dépende toujours d'elle. Moi, j'ai été jetée du nid très tôt et j'ai dû apprendre à survivre seule. Sur le moment, c'était dur, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas aujourd'hui, je considère cela comme une bénédiction. Pendant que Rachel devenait totalement dépendante de Karen, j'ai appris à me tenir debout seule. La dynamique est restée la même, même après mon départ. Karen était la facilitatrice de Rachel, j'étais l'enfant oublié, et Rachel, l'enfant doré. Certaines choses ne changent jamais, ce qui est ironique. Pas drôle dans le sens « ah », mais drôle d'une manière triste et déprimante. Mais tout a basculé il y a 11 ans. Au début, la toux persistante de papa ne semblait pas être une grande inquiétude. Il disait que c'était juste un rhume tenace ou des allergies. Pourtant, il n'allait pas mieux. Les semaines sont devenues des mois, et son état s'est aggravé. Il était toujours fatigué, essoufflé, et ce n'était plus lui-même. Malgré cela, il continuait à travailler, parce que c'était un homme généreux et travailleur, qui mettait toujours les besoins des autres avant les siens. Karen, elle, ne semblait rien remarquer du tout. Elle était trop occupée par son quotidien rempli de séances de yoga, de visites au spa et de toutes ces choses qui remplissaient son temps. Après son premier divorce, Rachel était déjà revenue vivre à la maison. Pourtant, elle ne semblait pas vraiment préoccupée par la santé de papa. Et elle ne travaillait pas non plus. Elles semblaient toutes les deux refuser de reconnaître l'évidence, quelque chose n'allait pas. De mon côté, j'essayais de garder mes distances avec tout ce chaos familial, tout en me concentrant sur ma carrière dans une autre ville. Mais lors de nos fréquentes conversations téléphoniques, je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air plus fatigué, plus faible. Quand je lui ai demandé s'il avait vu un médecin, il a évité la question et m'a assuré que tout allait bien. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Quand il a finalement été hospitalisé après une violente crise de toux, la situation est devenue critique. Le diagnostic est tombé, une grave infection pulmonaire. J'ai immédiatement tout laissé tomber et j'ai couru chez moi. À mon arrivée, j'étais consternée. Papa était allongé dans son lit, seul, si faible et malade. Rachel et Karen ? Elles étaient sorties pour se faire les ongles. Quand elles sont revenues, Karen a feint d'être choquée de me voir. Elle a même essayé de me prendre dans ses bras, mais j'ai refusé. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas avec papa, elle a répondu qu'elle avait des courses à faire. Pourtant, elle venait clairement de sortir du spa, leurs ongles étaient fraîchement faits, et elle portait des sacs de shopping. J'ai passé autant de temps que possible avec papa. Quand il a été hospitalisé, j'étais toujours là. Karen passait de temps en temps, mais seulement pour quelques minutes. Quant à Rachel, elle disait que c'était trop difficile pour elle de le voir dans cet état, et elle n'y allait presque jamais. Je gérais tout en même temps, parler avec les médecins, surveiller ses médicaments, essayer de le rendre aussi confortable que possible. La plupart des nuits, je dormais sur une chaise à côté de son lit. C'était frustrant que Karen ne participe pas. Ce n'est pas comme si elle était trop occupée, puisqu'elle ne travaillait pas. Pourtant, elle prétendait que venir à l'hôpital était une énorme corvée.
Le jour où elle a dit « Il est entre de bonnes mains avec les infirmières », je suis censée faire quoi? Juste rester assise là, restera gravé dans ma mémoire. Oui, Karen. Soutenir ton mari, c'est exactement ce que tu es censé faire. Après une semaine, papa est sorti de l'hôpital. Nous avons embauché une infirmière pour l'aider à domicile, car il avait encore besoin de soins en permanence. Karen était censée prendre les choses en main et assumer plus de responsabilités. Mais elle a continué à être irresponsable. Elle s'absentait pendant des heures pour soi-disant faire des courses, et revenait avec des sacs de shopping. Elle oubliait de lui donner ses médicaments à l'heure. Un jour, elle a même choisi de s'arrêter au salon de beauté avant d'aller chercher la bouteille d'oxygène dont il avait désespérément besoin. J'avais déjà pris des dispositions pour que quelqu'un d'autre le lui apporte avant même qu'elle ne rentre à la maison. Rachel n'était pas mieux. Elle disait qu'elle évitait complètement papa parce qu'elle ne supportait pas de le voir dans un état aussi vulnérable. Elle passait la majeure partie de son temps dans sa chambre, à regarder la télévision ou à scroller sur son téléphone. Elle est même partie en vacances avec ses amis pendant l'une des pires périodes de papa, me laissant tout gérer seule. Au final, j'ai démissionné de mon travail pour m'occuper de papa à plein temps. Honnêtement, je ne voulais pas le laisser seul avec Karen ou Rachel, et je ne leur faisais pas confiance pour s'occuper de lui. Il méritait mieux. Pour éviter qu'il ne se sente seul, je lui préparais ses repas, l'aidais avec sa rééducation physique et je m'assurais qu'il ait toujours de la compagnie. Je l'aimais tellement que, malgré l'épuisement, je le referais sans hésiter si c'était à refaire. À mesure que la santé de papa se dégradait, Karen a tenté de faire plus d'efforts, mais c'était trop tard. Elle s'asseyait à côté de lui, mais restait collée à son téléphone, soit en train de parler avec Rachel, soit en train de poster sur les réseaux sociaux. Il semblait qu'elle était incapable de se concentrer pleinement sur lui. Rachel, elle, ne venait que sous la pression de Karen, et même dans ces rares moments, elle trouvait toujours une excuse pour partir au bout de quelques minutes. Quelques mois plus tard, papa est décédé. L'infirmière, quelques-uns de ses amis qui étaient venus lui dire adieu et moi étions à ses côtés. Rachel et Karen, elles, n'étaient pas là. Rachel était sortie avec des amis, et Karen était partie à une sorte de retraite bien-être. Quand il est devenu évident que papa n'avait plus beaucoup de temps, j'ai essayé de les contacter toutes les deux, mais elles n'ont pas répondu. Les funérailles sont passées rapidement. J'étais épuisée et brisée de chagrin, mais je devais encore supporter les absurdités de Karen et Rachel. Comme si elle n'avait pas ignoré tous les signaux d'alerte pendant des mois, Karen passait son temps à raconter à ses amis à quel point la mort de papa était inattendue. Rachel, quant à elle, a fait tout un spectacle en pleurant bruyamment, mais cela sonnait faux. Elle n'en avait jamais eu quelque chose à faire quand ça comptait vraiment. Quelques semaines après les funérailles, l'avocat de papa m'a contacté pour discuter de son testament. J'espérais seulement un petit héritage ou un souvenir, rien de plus. Mais lorsque j'ai rencontré l'avocat, j'ai été stupéfaite. Papa m'avait légué la maison, ses économies et tous ses biens. Rachel et Karen n'ont rien reçu. Au vu de l'indifférence totale de sa femme et de sa plus jeune fille, j'imagine à quel point papa a dû souffrir dans ces derniers mois. En me laissant tout, il a voulu me montrer sa reconnaissance pour tout ce que j'avais fait pour lui. Cela a déclenché une véritable tempête. Quand Karen et Rachel l'ont appris, elles étaient furieuses. Rachel a même crié sur l'avocat, affirmant que jamais son père n'aurait pu lui faire ça. Karen m'a appelé, exigeant que je leur donne une part de l'héritage. J'ai refusé. Pour mon bien-être mental, j'ai coupé les ponts avec Rachel et Karen. Leur sentiment d'être en droit de tout recevoir était épuisant. Avec le temps, j'ai refait ma vie. J'ai rencontré mon mari après avoir déménagé dans la ville où je travaillais. Nous avons ensuite déménagé à l'étranger pour son travail, nous nous sommes mariés et avons eu un enfant. Honnêtement, je n'ai pas ressenti le besoin d'en informer Karen ou Rachel. C'était un nouveau départ. Quelques années plus tard, je suis devenue mère d'une petite fille. Un jour, Karen est apparue devant ma porte, sans prévenir. Cela m'a surprise, car je n'avais pas eu de contact avec elle depuis des années. Elle avait l'air plus fatiguée, moins soignée. Elle a éclaté en sanglots, m'a présenté ses excuses et m'a dit qu'elle voulait faire partie de la vie de ma fille. Elle a même admis qu'elle se sentait coupable de la façon dont elle m'avait élevée et qu'elle voulait réparer ses erreurs,
car elle vivait avec des regrets depuis la mort de papa. Mais, je dois l'admettre, je ne lui faisais pas confiance, j'ai choisi de lui donner une chance. Pendant un certain temps, tout allait bien. Karen envoyait de temps en temps des cadeaux et faisait des appels vidéo pour voir comment allait ma fille. Pour une fois, tout semblait normal. Puis, comme prévu, les sous-entendus ont commencé. Au début, j'ai ignoré Karen quand elle disait à la légère à quel point sa vie était difficile depuis que j'avais tout pris ou qu'elle avait des problèmes financiers. Le mois dernier, Karen m'a appelé. Le fait qu'elle semblait enthousiaste m'a immédiatement mise mal à l'aise, car elle ne m'appelle jamais sans raison. Elle a commencé la conversation en me demandant des nouvelles de mon mari et de ma fille, ce qui était déjà étrange. Puis, elle m'a annoncé une nouvelle choquante, Rachel allait se remarier. Encore une fois. Comme tu t'en souviens, son premier mariage avait pris fin en moins d'1 an. Depuis qu'elle était retournée vivre chez Karen, elle n'avait jamais vraiment remis sa vie sur les rails. Rachel et moi n'avions pas parlé depuis plus de 10 ans, alors cette nouvelle était totalement inattendue. Karen s'est lancée dans un long discours sur l'importance de ce mariage pour Rachel, sur le fait que c'était un nouveau départ pour elle et sur la joie que cela procurerait à toute la famille. Je l'ai félicitée poliment et j'ai supposé que la conversation s'arrêterait là. Mais évidemment, non. Karen a enchaîné en disant, « Tu sais, Rachel a eu beaucoup de mal à organiser ce mariage avec son budget. Après tout ce qu'elle a traversé, elle mérite une belle journée. » Je voyais où elle voulait en venir, alors je n'ai rien dit. Puis elle a fini par lâcher, « J'espérais que tu pourrais aider avec les frais. Après tout ce que ton père t'a laissé, c'est la moindre des choses. » J'étais abasourdie. D'abord, Rachel et moi ne nous parlons même pas. Ensuite, à quel niveau de prétention faut-il être pour exiger de l'argent d'une personne qui n'est même pas invitée au mariage? En effet, Karen avait clairement indiqué que je n'étais pas invitée. Quand je lui ai fait remarquer, elle a tenté de se rattraper maladroitement, « Oh, on s'est dit que tu ne voudrais pas voyager avec un bébé. Mais bien sûr, tu es la bienvenue si tu veux venir. » Puis elle a ajouté, « C'est le mariage de ta sœur, tu n'as pas besoin d'invitation. » Je lui ai répondu sèchement, « Non, je n'avais rien à payer. » Karen a essayé de rejeter la faute sur moi, affirmant que j'avais l'obligation d'aider Rachel en tant que sœur aînée. Elle a également évoqué l'héritage de papa, en insinuant que pendant que Rachel luttait financièrement, moi, je gardais jalousement la fortune familiale. Je lui ai répondu que Rachel et moi n'étions pas mariés et que si elle avait besoin d'aide, elle pouvait s'adresser directement à elle. Évidemment, Rachel ne l'a jamais fait. Karen n'a pas accepté mon refus. Au cours des semaines suivantes, elle a continué à me harceler avec des messages vocaux et des textos, répétant sans cesse les mêmes reproches. Je décevais Rachel, j'étais égoïste, je n'avais aucun sens de la famille. Si tu ne l'aides pas, tu vas gâcher le plus beau jour de sa vie, et tout le monde saura que c'est de ta faute. Elle faisait comme si je leur devais de l'argent. Mais quand moi, j'avais eu besoin d'aide, où était-elle? J'avais tout laissé de côté pour m'occuper de papa lorsqu'il était malade, pendant que tout le monde continuait à vivre sa vie. J'étais celle qui était restée à ses côtés jusqu'au bout. Et maintenant, elle voulait que je vienne tout arranger pour elle, après des années de silence? Absolument pas. Karen a empiré la situation en me disant que Rachel avait déjà réservé la salle et versé des acomptes pour les musiciens, le traiteur et la décoration. Les invitations avaient été envoyées, donc tout annuler les ferait passer pour des idiots aux yeux de la famille. Je lui ai demandé, « Si vous n'avez pas les moyens, comment avez-vous prévu tout ça ?» Sa réponse a été la goutte de trop, « On comptait sur toi. » C'en était fini. Je lui ai dit clairement que, puisque je ne comptais pas leur donner d'argent, elle devait se débrouiller seule. Elle s'est effondrée en pleurs et m'a menacé de me rayer de sa vie si je ne les aidais pas. « Tu m'as déjà traité comme si je n'existais pas, j'ai répondu en riant. Qu'est-ce que ça change? » Puis, j'ai raccroché et je l'ai bloqué. Mon mari m'a prévenu que la famille élargie risquait de me critiquer, mais il m'a soutenu dans ma décision. Il avait raison. Certains membres de la famille m'ont contacté en me disant que « la famille reste la famille » et que je devais être la plus mature en acceptant d'aider. Mais où était toute cette bienveillance quand Karen et Rachel me traitaient comme une moins que rien? Je les ai ignorés et j'ai refusé de céder. Je n'ai pas répondu, honnêtement, je n'en ai pas l'intention. Mais Karen m'a laissé un message vocal avec ces mots, «
si tu peux vivre avec le fait de ruiner le mariage de ta sœur, alors j'imagine que tu n'es pas la personne que je pensais. Trop de ma vie a été consacrée à faire des efforts pour des gens qui n'en valaient pas la peine. J'en ai fini. J'ai atteint mon point de rupture après tout ce drame lié au mariage. Karen et Rachel vivaient gratuitement depuis plus de 10 ans dans la maison que papa m'avait laissée. Une part de moi pensait que, surtout après la mort de papa, il serait plus simple d'éviter le conflit en les laissant rester. Mais avec le temps, j'ai compris qu'elle n'était ni reconnaissante, ni respectueuse, et qu'elle n'avait aucune intention de l'être un jour. Revenons un peu en arrière. Quand le testament de papa a été lu, Karen et Rachel étaient furieuses qu'il m'ait tout légué. Karen a affirmé que, puisqu'elle vivait dans cette maison depuis des années, c'était chez elle. Rachel, elle, a piqué une crise, hurlant à quel point c'était injuste. Mais en réalité, aucune des deux ne méritait un centime. Elle n'avait même pas pris la peine d'être présente pour lui quand il était malade. Papa m'a laissé cette maison parce qu'il savait combien je tenais à lui dans ces derniers mois. Je te vois et je te suis reconnaissant, c'était sa façon d'exprimer sa gratitude. Malgré tout, j'ai permis à Karen et Rachel de rester dans la maison, même après l'héritage. J'avais l'espoir qu'elle changerait. Mais Karen n'a jamais proposé de me payer un loyer. Pire encore, elle a loué une des chambres pour financer ses propres dépenses, comme si la maison lui appartenait. Rachel, de son côté, m'a fait passer pour une manipulatrice auprès de toute la famille, prétendant que j'avais influencé papa pour qu'il l'exclue du testament. Elles n'ont jamais cherché à arranger les choses entre nous. J'ai fini par comprendre que trop, c'est trop. Il était temps de reprendre ce qui m'appartenait. Elles étaient restées bien trop longtemps. Lors de notre dernière conversation, Karen a encore insisté, j'espérais que tu pourrais aider avec les frais. Après tout ce que ton père t'a laissé, c'est la moindre des choses, j'étais stupéfaite. Pour commencer, je ne parle même pas à Rachel. Ensuite, à quel niveau de prétention faut-il être pour exiger de l'argent d'une personne qui n'est même pas invitée au mariage? Karen a clairement fait comprendre que je n'étais pas invitée. Quand j'ai souligné ce point, elle a tenté de se rattraper maladroitement. Oh, on a supposé que tu ne voudrais pas voyager avec un bébé. Mais bien sûr, tu es la bienvenue si tu veux venir. Puis elle a ajouté, c'est le mariage de ta sœur, tu n'as pas besoin d'invitation. Je lui ai répondu sèchement, non. Je n'avais rien à payer. Elle a essayé de rejeter la faute sur moi, affirmant que j'avais l'obligation d'aider Rachel en tant que sœur aînée. Elle a aussi mentionné l'héritage de papa, insinuant que pendant que Rachel se débattait financièrement, moi, je gardais jalousement la fortune familiale. Je lui ai répondu que Rachel et moi n'étions pas mariés, et que si elle avait besoin d'aide, elle pouvait directement s'adresser à Rachel. Bien sûr, Rachel ne l'a jamais fait. Karen n'a pas accepté mon refus. Pendant plusieurs semaines, elle m'a harcelé par messages vocaux et textos, répétant les mêmes accusations. Je décevais Rachel, j'étais égoïste, je n'avais aucun sens de la famille. Si tu ne l'aides pas, tu vas gâcher le plus beau jour de sa vie, et tout le monde saura que c'est de ta faute. Mais où était-elle quand moi j'avais eu besoin d'aide? J'ai été celle qui a tout mis en pause pour m'occuper de papa lorsqu'il était malade, pendant que tout le monde continuait à vivre sa vie. J'étais la seule à rester à ses côtés jusqu'au bout. Et maintenant, après des années de silence, elle voulait que je répare tout pour elle? Absolument pas. Karen a encore aggravé la situation en affirmant que Rachel avait déjà réservé la salle et payé des acomptes pour les musiciens, le traiteur et la décoration. Les invitations avaient été envoyées, donc annuler serait une honte pour la famille. Je lui ai demandé, si vous n'avez pas les moyens, comment avez-vous prévu tout ça? Je lui ai demandé, et qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a répondu, toi, tu étais notre solution. C'était la goutte de trop. J'ai dit à Karen que, puisque je ne leur donnerais pas d'argent, elle devrait se débrouiller seule. Elle s'est effondrée en larmes et m'a menacé de me rayer de sa vie si je ne les aidais pas. Tu m'as déjà traité comme si je n'existais pas. J'ai éclaté de rire et j'ai répondu, quelle différence ça fait? Puis, j'ai raccroché et je l'ai bloqué. Mon mari m'a soutenu, bien qu'il m'ait prévenu que la famille élargie risquait de me critiquer. Il avait raison. Certains membres de la famille m'ont contacté en disant que la famille reste la famille, et que je devais être la plus mature en acceptant d'aider. Mais où était toute cette bienveillance quand Karen et Rachel me traitaient comme une moins que rien?
Je les ai ignorés et j'ai refusé de céder. Je n'ai pas répondu, honnêtement, je n'en ai pas l'intention. Mais Karen m'a laissé un message vocal avec ces mots: si tu peux vivre avec le fait de ruiner le mariage de ta sœur, alors j'imagine que tu n'es pas la personne que je pensais. Trop de ma vie a été consacrée à me surpasser pour des gens qui n'en valaient pas la peine. J'en ai fini. J'ai atteint mon point de rupture après tout ce drame lié au mariage. Karen et Rachel vivaient gratuitement depuis plus de 10 ans dans la maison que papa m'a laissée. Une part de moi pensait que, surtout après la mort de papa, il serait plus simple d'éviter le conflit en les laissant rester. Mais avec le temps, j'ai compris qu'elle n'était ni reconnaissante, ni respectueuse, et qu'elle n'avait aucune intention de l'être. Un jour j'ai fini par voir qu'elle n'était pas reconnaissante envers moi, ne me respectait pas, et n'avait aucune intention de jamais devenir respectable. Revenons un peu en arrière. Karen et Rachel étaient furieuses que papa m'ait tout légué quand son testament a été lu. Karen a dit que, puisqu'elle y avait vécu pendant des années, c'était sa maison. Rachel a hurlé à quel point c'était injuste en faisant une crise. Mais en réalité, aucune des deux ne méritait un centime, car elle ne prenait même pas la peine de venir la plupart du temps. Papa m'a laissé la maison parce qu'il voyait à quel point je tenais à lui dans ces derniers mois. Je te vois et je t'apprécie, c'est ainsi qu'il a exprimé sa gratitude. Je leur ai permis de rester dans la maison même après avoir tout hérité. J'avais l'espoir qu'elle changerait. Mais Karen n'a jamais proposé de payer un loyer. Au lieu de cela, elle a loué une des chambres pour financer ses propres dépenses, agissant comme si la maison lui appartenait. Rachel m'a traitée comme une manipulatrice, disant au reste de la famille que j'avais trompé papa pour qu'il l'exclue du testament. Elles appréciaient vivre dans une maison qu'elles ne payaient pas, mais elles n'ont jamais essayé d'arranger les choses. Après la demande absurde de Karen pour que je paie le mariage de Rachel et ses tentatives de manipulation constantes, c'en était trop, j'en ai enfin eu assez. J'ai fait préparer un avis d'expulsion après avoir contacté mon avocat. Quand Karen l'a reçu, elle est devenue folle. « Tu ne peux pas m'expulser », a-t-elle crié en m'appelant. « J'appelle cet endroit ma maison, j'y ai vécu pendant 45 ans. » Je lui ai répondu calmement qu'elle avait 30 jours pour quitter la maison et que, légalement, elle m'appartenait. Bien sûr, Rachel s'est immédiatement mêlée au conflit. Elle m'a accusée d'être cupide et cruelle, m'insultant de toutes les manières possibles. Elle a affirmé que je m'étais occupée de papa uniquement pour l'héritage. C'était ridicule. Je suis la méchante dans cette histoire, alors que c'est elle qui ne venait presque jamais voir papa alors qu'il était en train de mourir. Karen a tout tenté pour me faire changer d'avis. D'abord, elle a essayé de faire la forte, je te défie de me mettre dehors. Puis, elle s'est radoucie, cette maison est tout ce qu'il me reste, je suis trop vieille pour recommencer ailleurs. Je ne partirai pas. Comme si ce n'était pas l'endroit où j'aurais dû percevoir un loyer depuis des années. Elle a même fondu en larmes en m'expliquant qu'elle sous-louait une chambre pour s'en sortir financièrement. Ça n'a pas marché. Sa dernière tentative de manipulation a été de me demander: que penserait ton père s'il te voyait mettre ta propre mère à la rue? C'était la goutte de trop. Je lui ai répondu: papa m'a laissé cette maison pour une raison. Peut-être qu'il serait encore en vie si tu lui avais accordé ne serait-ce que la moitié de l'attention que tu donnais à tes séances de spa. J'ai compris que c'était dur, mais j'en avais assez d'enrober la vérité. Karen devait assumer les conséquences de ses choix. L'expulsion n'a pas été bien reçue par Rachel non plus. Elle a fait tout un numéro, expliquant à tout le monde qu'elle offrait temporairement un toit à Karen. Elle s'est vantée auprès de toute la famille par téléphone, affirmant qu'elle prenait en charge Karen et qu'elle n'avait besoin de rien de ma part. Elle cherchait juste des félicitations, alors qu'elle faisait le strict minimum. Tout était purement théâtral. Le 26e jour du préavis de 30 jours, Karen est finalement partie. Je n'ai même pas pris la peine d'être présente pour superviser son départ. J'ai engagé un gestionnaire immobilier, fait rénover et nettoyer la maison une fois vide. J'ai pris la décision réfléchie de la louer aux frères d'un ami de la famille, sachant que les nouveaux occupants l'apprécieraient enfin à sa juste valeur. Pendant ce temps, puisque je n'ai pas financé le mariage extravagant de Rachel, ses plans sont tombés à l'eau. Elle a dû abandonner le lieu luxueux en bord de lac et s'est retrouvée à réserver une salle municipale. Cela a embarrassé plusieurs personnes de leur cercle social, et le fiancé de Rachel n'était pas ravi non plus. En réalité,
il ne voulait même pas d'un grand mariage. Et peu de temps après que Karen ait emménagé chez Rachel, j'ai commencé à entendre des rumeurs de tension dans leur petit paradis. Rachel avait assuré à son fiancé qu'elle trouverait un moyen de payer le mariage, ce qui était évidemment un code pour ma sœur Pera. Le fait d'avoir sa belle-mère en visite constante n'a pas plu du tout au mari de Rachel. Comme d'habitude, Karen ne pouvait pas s'empêcher de s'immiscer dans leur vie. Elle se moquait de la cuisine de Rachel, faisait des remarques sur la façon dont son mari gérait la maison, et était globalement une plaie à supporter. Certains membres de la famille ont essayé de me faire culpabiliser pour que je pardonne à Rachel et Karen. Ils insistent sur le fait que j'aurais dû laisser Karen rester dans la maison et que j'ai été trop loin. Mais honnêtement, je m'en fiche complètement. Je n'accorde plus d'importance à l'opinion de ces gens, parce qu'ils sont restés silencieux quand moi, j'étais tourmentée. Passons maintenant à la dernière mise à jour. Je pensais enfin être en paix après que Karen ait emménagé chez Rachel. J'ai coupé les ponts avec la plupart des proches toxiques qui tentaient de me faire culpabiliser pour pardonner à Karen et Rachel, louer la maison et me suis concentrée sur ma famille. Je dois admettre que j'ai ressenti un soulagement quand je n'ai plus entendu parler d'elle pendant un moment. Mais évidemment, cela n'a pas duré. J'ai reçu un message d'un proche commun me demandant si j'avais eu des nouvelles de Karen et Rachel environ 2 mois après leur expulsion. Je n'en avais pas, honnêtement, je n'étais pas sûre de vouloir en avoir. Mais ma curiosité a pris le dessus, alors j'ai demandé. Ce que j'ai appris était à la fois frustrant, oserais-je le dire, satisfaisant. Chris, le mari de Rachel, en avait assez des intrusions constantes de Karen et lui a lancé un ultimatum clair. Soit elle part, soit je pars. À cause du fiasco du mariage, Rachel et lui étaient déjà en conflit. Tu te souviens qu'elle lui avait promis un mariage somptueux, que j'étais censée financer ? Quand ils ont été contraints de se contenter d'une cérémonie modeste à la mairie, Rachel s'est sentie humiliée devant ses amis et la famille de Chris. Le fait que les choses ne se soient pas passées comme prévu a créé beaucoup de tensions dans leur couple, surtout parce qu'elle n'a pas tenu compte des avertissements de Chris de ne pas dépasser leurs moyens financiers. L'arrivée de Karen dans leur maison n'a fait qu'empirer la situation. Elle critiquait tout, la cuisine de Chris, ses compétences parentales, ils ont un toddler, sa façon de communiquer avec Rachel. Ironiquement, malgré son propre désastre financier, Karen leur donnait des conseils sur la gestion de leur argent. Chris a essayé de supporter la situation pendant un moment, mais après une dispute particulièrement violente, où Karen l'a accusé de ne pas être un vrai homme capable de prendre soin de sa famille, il a posé un ultimatum. C'est elle ou moi. Rachel a supplié Chris de changer d'avis, mais il a refusé. Le pire, c'est que Karen n'a pas accepté la défaite en silence. Quand Rachel lui a annoncé l'ultimatum de Chris, elle a explosé de rage. Elle a menacé de la rayer de son testament, une menace totalement inutile puisqu'elle n'avait rien à léguer. Elle a accusé Rachel de l'abandonner, comme tout le monde l'avait fait. Après une dispute enflammée, Rachel, probablement gênée et en colère, lui a dit de se débrouiller seule. Où est passée Karen ? Sans surprise, elle a essayé de me recontacter. Elle m'a envoyé un email, oui, un email, car je l'avais bloquée partout ailleurs pour me demander si j'accepterais de la laisser revenir vivre dans la maison. Karen m'a écrit un message dans lequel elle expliquait à quel point la vie avait été dure avec elle et comment, en tant que mère, elle avait toujours fait de son mieux. Elle a même essayé de présenter cela comme une opportunité pour nous de réparer et de rétablir notre lien. Je n'ai même pas pensé à répondre. Ces stratégies trompeuses étaient maintenant juste déprimantes. Karen a tenté de me faire culpabiliser afin de convaincre certains membres de la famille élargie de l'accueillir, après que je n'ai pas répondu. La plupart ont refusé catégoriquement, très probablement parce qu'ils avaient déjà observé ses méthodes. Un cousin éloigné a accepté de l'héberger pour une courte période, mais elle a été priée de partir après seulement 3 semaines. Apparemment, le cousin en avait assez de ses plaintes incessantes et de son attitude exigeante. Rachel subit actuellement les conséquences de ses choix. Bien que Chris soit resté avec elle, leur relation est apparemment en très mauvais état. Chris s'est progressivement retiré, à la fois financièrement et émotionnellement, en raison des coûts du mariage, du chaos causé par Karen, et de l'incapacité de Rachel à accepter la moindre responsabilité. Rachel dit à tout le monde que le problème vient de Chris et non d'elle, même s'il lui a même proposé une thérapie de couple. D'après ce que j'ai entendu,
Rachel continue de se plaindre auprès de sa famille du fait que papa m'a tout laissé. Elle a dit que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais simplement partagé l'héritage. Elle omet intentionnellement la partie où Karen et elle m'ont traité comme un monstre simplement parce que je me souciais de papa, et l'ont ignoré pendant ces derniers mois. Avec elle, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. J'ai réussi à avancer malgré tout leur chaos. La meilleure décision que j'ai prise a été de louer la maison. Les locataires actuels sont une famille adorable qui apprécie vraiment la maison et la respecte. Grâce aux revenus locatifs, j'ai une stabilité financière et je peux investir dans l'avenir de ma fille. Mon mari et moi avons de bons emplois, et nous avons commencé à planifier des vacances en famille, qui sont attendues depuis longtemps. Concernant Karen et Rachel, elles ont déjà fait leur choix et elles en subissent maintenant les conséquences. Rachel est piégée dans un mariage qui est sur le point de se terminer, tandis que Karen continue de passer d'un membre de la famille à l'autre. Je ne me soucie plus d'elle. Je ne leur veux aucun mal, mais la chose la plus libératrice a été de réaliser que leur chaos ne m'appartient plus. Merci d'avoir lu et pour tout votre soutien tout au long du processus. Reddit, merci pour tout et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles les plus choquantes.